Bonjour à tous. Bonjour Belinda Cannon. Je m'appelle Inès de la Motte Saint-Pierre. Je vais animer cette rencontre. Et je voulais vous dire que si à la fin vous vouliez poser des questions, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a un temps qui est prévu pour. Souvent c'est un peu difficile au départ de poser des questions, mais en tout cas sachez que c'est prévu. Donc si vous avez envie de le faire, il faut vous y autoriser, c'est très important. Alors on va parler d'un livre que moi j'aime énormément, qui s'appelle Les Vulnérables, qui est sorti au mois de janvier de cette année, Belinda. Et c'est un recueil de nouvelles absolument magnifique, d'une poésie complètement folle, en tout cas je trouve, avec vraiment une force assez incroyable. Et vous êtes l'une de nos plus grandes intellectuelles, je trouve aussi, romancière, essayiste. Vous avez écrit des essais que l'on connaît très bien, mais aussi des dictionnaires, des éloges. Vous avez une œuvre incroyablement protéiforme. Pourquoi, avant de plonger dans ce recueil de nouvelles, choisissez-vous une forme aussi différente à chaque fois ? Eh bien, écoutez, d'abord, merci pour tous ces compliments. Ils sont sincères. Moi, j'ai le sentiment de travailler avec 2 ou 3 thèmes, en fait, qui reviennent constamment. Et au fond, ce côté que vous dites protéiforme, c'est vrai que ces 2 ou 3 thèmes prennent des formes différentes et s'incarnent dans des sujets différents. Mais moi, j'ai l'impression de travailler un peu toujours de la même façon, dans les mêmes directions. Vous allez me demander lesquels. Exactement, parce que vous ne pouvez pas nous laisser sur notre faim comme ça. Quels sont les thèmes que vous avez le sentiment de creuser dans chaque forme de votre œuvre ? Écoutez, par exemple, si je vous disais que je travaille depuis le début sur le fait que nous sommes des êtres en relation, ça paraît un peu flou, vague de le dire comme ça, mais depuis le début, je travaille sur le fait que nous ne sommes pas, pour le dire vite, des petits égos limités à nous-mêmes, mais que nous sommes constamment en relation avec les autres et que nous portons d'une certaine façon l'humanité en nous. Et donc ça, c'était le sujet de mon premier roman, par exemple, le tout premier, où j'avais interrogé la mort de Stefan Zweig, l'écrivain très célèbre qui s'est suicidé à Petropolis au Brésil, et je faisais l'hypothèse que son suicide n'était pas dû à... On dit il était dépressif, etc. Mais je faisais l'hypothèse qu'il s'est suicidé parce que le spectacle qu'offrait l'humanité à ce moment-là était tellement... consternant et que ça abîmait quelque chose en lui qui était de l'ordre de l'envie de vivre, tout simplement. Parce qu'on n'est pas... Alors que lui était protégé, c'était considéré comme le plus grand écrivain de la période, traduit, etc. Mais quand l'humanité en lui était abîmée, il ne pouvait plus, il n'avait plus envie de vivre. Alors vous voyez, mais après je peux faire le saut. Un de mes livres récents, c'est un essai cette fois, s'intitulait S'émerveiller. Et dans S'émerveiller, je travaille sur le fait que je réfléchis d'abord aux sources de l'émerveillement que j'appelle parfois modeste. Non pas que ce soit un petit émerveillement, mais parce qu'il nous vient devant le monde modeste, humble. Un chant d'oiseau, une lumière sur un mur, un arbre. Je parle souvent de mon arbre, mon chêne, dans le Cotentin. Voilà, donc ces sources d'émerveillement modeste, eh bien, comment est-ce possible? C'est parce que je suis en relation avec la nature, avec le cosmos. Donc vous voyez, j'ai l'air d'avoir parlé de toute autre chose, mais moi je parle toujours du fait que nous sommes en relation. Et c'est un de mes grands thèmes. Et c'est aussi le sel de la vie dont parlait si bien Françoise Héritier, d'une certaine manière. D'aller chercher toutes les choses qui nous permettent de vivre en harmonie. C'est ça. Et également, alors oui, parce que en ce moment, je trouve que c'est difficile, mais j'ai plutôt un naturel heureux, si je puis dire, c'est-à-dire j'ai tendance à voir les choses du bon côté ou à essayer de voir ce qu'il y a de bon et de beau. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose pour vous montrer que quand même je travaille toujours sur les mêmes thèmes. Un de mes derniers essais s'intitule Petit éloge de l'embrassement et je pars du tango. À partir de cette danse que je pratique et que j'aime beaucoup, j'évoque le tango, mais elle me sert, enfin cette image du tango me sert à nouveau à exprimer le fait que nous sommes en relation. Parce qu'on ne peut pas danser le tango si on n'est pas... Les danseurs parlent de la connexion. Si on n'est pas
complètement connecté à l'autre de manière à ce qu'on puisse pratiquement sentir les indications qu'il vous donne dans la danse. Donc vous voyez, le tango, danse de la relation. Je travaille toujours sur les mêmes choses, ne croyez pas. Et comme Stéphane Zweig, vous aimez la nouvelle. La nouvelle en France, c'est un genre qui est un peu maltraité, contrairement aux États-Unis où on a quand même, il y a une tradition de la nouvelle très très forte. Pourquoi, pour les vulnérables, vous avez choisi de faire un recueil de 9 nouvelles, de les réunir 10, ouais, plus une, ouais, exactement. Il y a une erreur dans exactement. la Oui, ça en fait 10. Eh bien, écoutez, alors là, c'est une petite histoire assez amusante parce que moi, j'ai toujours dit, et je prétendais que j'aimais les formes longues, et donc je travaillais sur le roman ou l'essai, ou le récit d'ailleurs. Et puis, de temps en temps, on vous demande d'écrire une nouvelle. Alors, je voulais bien écrire une nouvelle. Et en 2000, je crois, j'avais écrit une nouvelle pour une revue qui m'en avait demandé une. Et j'avais pris un très grand plaisir à écrire cette nouvelle, elle est d'ailleurs dans le recueil, et j'estimais, et voyez comme c'est triste, j'estimais que ces 5 ou 6 pages, c'était la meilleure chose que j'avais faite en fiction. Alors vous imaginez, j'avais déjà, je sais pas quoi, 20 livres, la meilleure chose que j'avais faite tenait en 5 pages. Donc je gardais cette idée que, voilà. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu intégrer cette nouvelle à un roman que j'avais commencé. Il me semblait que ça pouvait coller, et à cause du personnage, etc. Et je me suis dit, je vais la mettre dans le roman, comme ça elle va exister quelque part, au lieu d'être perdue dans des revues, c'est-à-dire nulle part. Je ne dis pas ça contre les revues que j'aime beaucoup, mais une nouvelle dans une revue, vous voyez, ça a une visibilité, voilà. Ça disparaît surtout. Ça disparaît, bien sûr, ça passe. Et donc, j'ai voulu intégrer ma nouvelle dans le roman. Et là, stupeur, si j'intégrais la nouvelle dans le roman, je la faisais exploser. C'est-à-dire tout ce qui faisait pour moi son prix, c'est-à-dire une forme d'écriture poétique, justement un travail sur la langue, sur la musicalité, la fluidité, en l'intégrant dans un roman qui demande qu'on explique, qu'on narre, qu'on caractérise les personnages. Enfin, vous voyez tout ce qui fait un roman et qui est assez, qui n'est pas poétique à proprement parler. Tout ça, ça ne collait pas avec la nouvelle. Et alors là, je me suis dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette nouvelle, c'est pas le roman. Donc j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit, mais en fait, je suis un auteur de nouvelles. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis mise sérieusement à faire ce recueil. Mais vous nous l'avez un peu dit, là, il y a quelques minutes, c'est difficile d'écrire une nouvelle. Plus c'est court, plus c'est dur. Pourtant, c'est infiniment poétique, comme de la poésie. Il y a quelque chose de la fulgurance, je trouve, dans ces 10 nouvelles. Quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontés dans l'écriture ? Alors, je ne sais pas si je dirais défi, parce que c'est un tel plaisir. Non, c'est vrai, c'est vraiment, pour moi, c'est une joie. C'est comme de chanter. Enfin, je chante très mal, mais vous voyez, j'aurais aimé chanter ou faire de la musique. Enfin, c'est quelque chose qui a une dose de plaisir extraordinaire, la nouvelle. Ça pose un peu les mêmes problèmes que le roman. Trouver les personnages, les situations, etc. Mais l'écriture en elle-même, c'est vraiment un très grand plaisir. Ici, mon défi, si je puis dire, c'est que j'avais un thème, une thématique que je voulais explorer. Donc les nouvelles, il y en avait 5 que j'avais déjà et 5 que j'ai écrites pour le recueil. Et voilà, il fallait que ça colle. C'est ce que j'allais vous dire, elles n'ont pas été écrites toutes au même moment. Vous les avez réunies ensemble. À quel moment est né ce projet des vulnérables, de l'idée de les rassembler sous ce thème-là ? Eh bien ça... je crois que... Bon, la vulnérabilité m'intéresse. Les êtres vulnérables m'intéressent. C'est une vieille histoire. À ce moment-là, je peux parler, j'en parle toujours dans toutes mes interviews, je parle toujours de mon père à un moment donné. Et mon père, il se trouve que c'était un grand vulnérable, de ces êtres qui sont inadaptés, mal bâtis pour traverser le monde et la société. Et donc j'ai une attention à la vulnérabilité qui au moins remonte à ça, à mon père. Et puis voilà, par empathie, je me sens du côté des vulnérables. Et alors,
Par exemple, quand j'ai décidé d'écrire des nouvelles, justement, j'avais lu quelque temps auparavant dans Le Monde un reportage sur les enfants de Barbès. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. À Barbès traînaient, il y a encore 2 ou 3 ans, des enfants migrants qui étaient soit des migrants qui arrivaient donc de différents pays, soit des quartiers autour de Paris, et ils se retrouvaient tous à Barbès, dans 3 rues très exactement, dans lesquelles ils erraient, prenaient toutes sortes de médicaments, de psychotropes, etc. Il y avait des jeunes filles, très jeunes, c'est des enfants à partir de 8 ans, donc vous imaginez les jeunes filles de 12 ans, ce qu'elles subissaient de la part des autres qui étaient là, etc. Bref, j'avais été vraiment très frappée par cet article et par ces vulnérables. Et dès que j'ai décidé d'écrire des nouvelles, je me suis dit, je vais me servir de ce reportage et je vais faire une nouvelle avec ça. Parce que vous savez comment c'est les reportages, c'est passionnant, mais ça donne des faits. Et l'intérêt d'écrire de la fiction, c'est que justement, on dépasse les faits, et on entre dans la psyché des personnages, on entre dans leur motivation, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils ressentent, etc. On passe dans le domaine de, disons, des sentiments et du sensible grâce à la fiction. Donc, la première nouvelle que j'ai écrite pour le recueil, c'était celle-là. Donc, c'était des ultra vulnérables. Et puis, et au fond, comme c'est un de mes grands sujets, la vulnérabilité, bien après, c'est venu... Finalement, je suppose que j'ai découvert que c'était le sujet de ce que j'écrivais. Vous voyez, je pense que c'est un deuxième temps. Après coup, vous voulez dire? Oui, c'est ça. D'abord, j'en ai écrit, j'ai regardé celles que j'avais déjà écrites, enfin, en tout cas, une partie. Et au fond, mon sujet, c'était la vulnérabilité. Oui, mais ce qui est très frappant, c'est qu'on est tous vulnérables d'une manière ou d'une autre et qu'il faut choisir la manière dont on exprime cette vulnérabilité. C'est un mot qui n'est pas facile à dire. Et justement, ce qui me frappe beaucoup, c'est dans chaque nouvelle, vous avez été chercher quelque chose de différent. On n'a jamais le sentiment d'avoir la même vulnérabilité. Et comment on travaille cette question-là? Comment est-ce qu'on arrive à penser un recueil de nouvelles qui est composé de 10 nouvelles qu'on n'a pas écrites en même temps et qui pour autant ne donne jamais le sentiment au lecteur de retourner en arrière, d'avoir déjà lu ça? Alors peut-être que c'est comme la relation entre Stefan Zweig, s'émerveiller et le tango. Vous allez me dire, c'est chaque fois différent. Et moi, je vous dis oui, mais c'est toujours le même fil que je suis. Je crois que les nouvelles, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque fois, ce sont des histoires très singulières, mais au fond, qui mettent en scène des personnages vulnérables. Je voudrais ajouter une chose, c'est que la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est une fragilité. Ça peut être une fragilité. Les personnages que je mets en scène sont tous fragiles, très fragiles. Et forts à la fois pour autant. Semble-t-il, ça j'ai pas fait exprès, mais probablement c'est ce qu'on me dit souvent. En tout cas, cette vulnérabilité qui est la leur et qui est liée à la fragilité, on peut aussi la renverser, c'est-à-dire je suis vulnérable. Je regarde, par exemple, ces jeunes filles de Barbès et je suis profondément affectée. Donc la vulnérabilité, c'est pas seulement la fragilité, c'est aussi, pour le dire d'un mot qu'on utilise beaucoup, l'empathie. C'est-à-dire que je suis vulnérable à ce spectacle du monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris, sinon j'écrirais pas. Enfin, on peut être vulnérable et ne pas écrire, mais en tout cas, si j'ai commencé à écrire, c'est pour ça. C'est parce que il y avait une violence du monde dont il fallait bien que je fasse quelque chose. Et j'en ai fait des livres. Mais c'est aussi pour essayer de l'assimiler, d'en faire quelque chose. Si on souffre trop de ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait ? Et pour moi j'ai tendance à réfléchir au fond, ce qui me fait du mal. Vous voyez ? À tous les sens du mot réfléchir, c'est-à-dire à la fois je le reflète, je le mets en mots et je le reflète, et en même temps, écrire, c'est aussi toujours réfléchir, c'est toujours, oui, réfléchir les situations, les personnes, les êtres, les réfléchir au sens de les penser. Donc, refléter et penser, vous voyez ? Et je ne sais plus quelle était votre question, mais je pense que j'y ai répondu. Mais l'autre question qui est très fascinante, c'est que vous l'avez dit, vous embrassez
la violence du monde, vous embrassez nos vulnérabilités à tous, et on a vraiment le sentiment que c'est les questions contemporaines qui traversent ce livre, que vous ne pouvez pas rester sur le côté, que la poésie ne suffit pas, qu'au fond de tout, il faut raconter le monde dans tout ce qu'il a de plus violent. Et pour autant, vous en faites de la poésie. Comment on arrive justement à transformer de la vulnérabilité en force, et comment on rentre dans la psyché de gens qu'on ne connaît pas? Alors, je ne sais pas répondre à cette question de la transformation de la vulnérabilité en force, parce qu'au fond, moi j'ai voulu écrire, raconter des vulnérables, et puis c'est les lecteurs, ou comme vous, qui m'avaient dit, mais ils sont forts aussi ces personnages. Alors, ça je ne sais pas. Mais je crois, peut-être que je vais y répondre. Il y a quand même quelque chose de l'émerveillement que vous cherchez toujours, probablement, vous en avez parlé un petit peu, voilà. Et que donc, on ne reste jamais sur le côté, c'est jamais des gens qui vont rester dans le fossé. Voilà, parce que, et là c'est une chose dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est parce que si je disais tout à l'heure que j'ai commencé à écrire pour parler de la violence du monde, il y avait une chose qui me fascinait d'emblée, c'est que bien qu'assistant à cette violence du monde et en souffrant, il y avait aussi en moi quelque chose que j'appelle le désir de vivre. J'avais envie de me lever, j'avais envie de vivre les journées qui venaient. C'est pour ça que le deuxième très grand fil de tout ce que je fais, c'est le désir. C'est-à-dire le désir de vivre, pour moi, c'est une source d'étonnement dont je ne reviendrai jamais. Pourquoi j'ai envie de me lever le matin? Pourquoi j'ai envie de vivre? Et ça aussi, je crois que j'arrêterai jamais de l'interroger jusqu'au bout. Et là, vous voyez, d'ailleurs, s'émerveiller, ça a à voir avec ça. Ou bien même le tango, ça a à voir avec ce qui nous met en mouvement, ce qui nous fait, oui, désirer vivre. Alors ça, c'est le deuxième grand thème de ce que j'écris, et les deux marchent ensemble. Parce que si je n'avais que la violence du monde à laquelle assister, je crois que je ne sais même pas si j'aurais encore envie d'être debout. Oui, mais certains écrivains font ce travail-là, Belinda, d'observer simplement la violence et de la retranscrire. Là, vous cherchez à la modifier quelque part, à nous prouver qu'on peut s'en sortir. C'est un des sujets des nouvelles, d'une des nouvelles, c'est que je veux croire. J'ai peut-être tort, on est dans le domaine des croyances. Je veux croire aussi qu'il y a dans l'humain, s'il y a d'un côté la violence et le désastre, je veux croire aussi qu'il y a en lui la possibilité de la transformation, de la conversion au sens non pas religieux, mais une manière de soudain être capable de regarder l'autre et de prendre fait et cause pour lui. Et il faut que je le croie. Quand je ne le crois pas, ça va vraiment mal. Mais vous allez à l'encontre de ce que disait Faulkner quand il disait la littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert à mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre. C'est ça. Donc vous refusez quand même cette épaisseur, cette ombre qui plane sur nos vies, évidemment, à tous. Il y a quelque chose il y a une attitude rebelle, je trouve, chez vous qui est très forte. Vous savez, donc cette nouvelle à laquelle je pensais tout à l'heure, c'est une nouvelle qui se passe à partir d'un fait vrai. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Bien qu'il y ait tellement de fiction chez moi et de fantastique même, mais vous savez, une des nouvelles donc que je vais vous lire si vous voulez, le début vous vouliez que je lise, une des nouvelles se passe au Chambon-sur-Lignon. Vous savez ce que c'est le Chambon-sur-Lignon? C'est ce village, un village complet en Haute-Loire où tout le village a été reconnu comme village de Juste. Puisque pendant la guerre, ils n'ont cessé d'accueillir et d'héberger, surtout des Juifs, mais il y avait aussi quelques républicains espagnols. Un village de résistance. Voilà, un village où tout naturellement, poussé par le pasteur Trocmé, qui était le pasteur protestant de ce village, le pasteur n'a pas cessé d'inciter les habitants à protéger, à recueillir, à héberger tous ces enfants, et c'est pas que des enfants d'ailleurs juifs qui venaient chez eux, et tous ont joué le jeu. Et donc ils ont sauvé plusieurs centaines d'enfants juifs. Eh bien, vous voyez, ça existe. Je veux dire, les justes, ça existe. C'est une réalité du monde. Il n'y a pas que la violence du monde.
Évidemment, quand on regarde aujourd'hui, j'ai peur, enfin je tremble, c'est un des pires moments de ma vie, en tout cas du monde pour moi, tel que je le vois aujourd'hui. Mais il y a aussi la possibilité des justes. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui poétise, ils existent, heureusement, parce que sinon à quoi bon? Je suis trop en relation et je crois que nous sommes tous, parce que si c'était que moi, c'est pas intéressant. Nous sommes tous en relation et il faut qu'on puisse croire dans l'humanité. Alors vous allez nous lire le début de cette magnifique nouvelle qui est moi ma préférée dans votre recueil. Oui. Alors, voilà. Donc justement c'est au Chambon-sur-Lignon et je vous dis juste 2 mots pour que vous compreniez. Au Chambon, il y a eu un seul épisode tragique, c'est que donc tout s'est très bien passé, ils ont sauvé, ils ont protégé, etc. Et puis un jour, la Gestapo directement, alors que c'était plutôt les gendarmes français qui s'occupaient de contrôler, etc. Donc les gendarmes, pas de problème. Mais un beau jour, la Gestapo est arrivée, de bon matin, est arrivée dans une maison, on appelait comme ça les maisons d'hébergement, et a embarqué tous les élèves, les jeunes gens, c'était des jeunes gens plutôt de cette maison qui hébergeait et où on donnait des cours, etc., à cette jeunesse qui s'était réfugiée au Chambon. Et c'est là qu'arrive l'épisode, la chose qui m'a bouleversée dans cette histoire, c'est que leur professeur, Daniel Trocmé, qui était le cousin du pasteur qui mettait ses ouailles sur le bon chemin, le cousin Daniel, donc, qui était leur professeur à ces jeunes gens, a tenu à partir avec eux. Il n'était pas obligé, il n'était pas juif, il n'était pas communiste, il n'était rien, il était juste leur prof. Et il a voulu partir avec eux. Et ça, pour moi, c'est... Vous voyez, il a voulu les accompagner. Il a voulu jusqu'au bout essayer de faire quelque chose pour eux. Et donc, évidemment, il n'a pas réussi, il est parti, il est mort 2 ans plus tard ou 1 an plus tard dans un camp. Et voilà. Et donc, je me suis servie de cette affaire, de cet homme, de ce jeune homme qui part avec eux, qui les accompagne. Et j'ai inventé, puisque même quand je pars de choses vraies, j'invente toute une partie. Donc là, j'ai inventé un personnage du village qui est un des réfractaires un peu au discours d'entraide que préconise le pasteur. Lui, il veut être tranquille, il veut vivre sa vie, il n'a pas envie de s'embarrasser et de protéger ces gens qui viennent dans le village. Donc, je l'ai mis en scène parce que j'avais envie de mettre en scène sa conversion, justement. C'est-à-dire le moment où tout à coup, il va comprendre quelque chose. Il va comprendre qu'il doit lui aussi aider. Donc je vais juste vous lire les 2 premières pages de cette nouvelle qui se passe donc avec mon personnage que j'ai appelé Henri et qui est parfaitement fictif. Et oui, la nouvelle, vous voyez, elle marche sur 2 pattes. D'un côté, il y a la Gestapo qui est dans la maison et qui va embarquer et les jeunes gens et leur professeur. Et de l'autre côté, l'autre fil de la nouvelle, c'est Henri, donc qui va rencontrer quelqu'un à aider. Donc elle s'appelle Le Prénom, je vous dis pas. Le soleil va paraître quand les chants d'oiseaux tirent Henri du sommeil, corps engourdi par 2 jours de travail intense où il s'est dépêché, trop, sentait-il, plus si jeune, mais pas question de s'attarder dans la lausière à la saison des foins. Il a découpé 8 blocs de phonolite, ça devait suffire, et tandis que sa masse y enfonçait des coins pour détacher les feuillets, avec un peu de chance, il en sortirait une 40aine, ses coups produisaient ce son clair qui est, pour lui à l'oreille si fine, si délicate, la musique de son travail. Il dit qu'il fait chanter les pierres. Maintenant, il empile les dernières lauses dans sa charrette, content d'honorer cette commande qu'il livrera aujourd'hui même. Guerre ou pas, il faut protéger les toits. Dans 3 heures, il sera au Chambon et il pourra déjeuner chez lui, tranquille, avec Hélène. Hélène qui va accoucher. Quelle joie!
Bientôt ils seront 3, au chaud dans le nid. Chance que la grossesse d'Hélène se passe si bien. Et grâce à elle, il a pu être dispensé d'héberger des réfugiés. J'aurais bien rendu service, comme les autres, a-t-il dit au pasteur Trocmé, mais ma femme a besoin de calme. Pas question d'accueillir ces gens qui sont venus avec leurs beaux habits fripés ou leurs guenilles, une petite valise, parfois rien, ces drôles de gamins perdus qui ne connaissent rien aux vaches et se méfient de tout. Il n'a rien contre, rien de rien, dommage pour eux, mais il a envie de rester tranquille chez lui. De toute façon, dans les parages, il y a des tas d'hôtels et des pensions de famille qui ne viennent pas dans sa maison gâcher ses efforts, son travail pour bâtir une existence paisible, oui, pour profiter de la paix du plateau. La guerre, c'est déjà difficile, on est rationné pour tout. Heureusement, comme il peut se passer de fumée, il échange ses tickets de tabac contre des tickets d'alimentation. Hélène doit bien manger, elle porte son héritier. Le pasteur refuse de donner aux gendarmes les noms des Juifs planqués ici. Pourtant, le préfet a bien dit qu'on avait créé pour eux un État spécial au centre de l'Allemagne où ils seraient regroupés. Mieux qu'au Chambon, non? Le cheval s'ébroue dans le bel éclat de juin. Il pourra retourner au champ dès cet après-midi, tranquille. Merci beaucoup, Belinda. Je trouve qu'il y a toujours chez vous l'envie justement de décrire la nature qui nous entoure, malgré la médiocrité de ce personnage que vous allez finir par convertir. Et je me suis demandé comment votre regard justement se posait sur la nature, comment on a le sentiment que vous voulez toujours en mettre sous nos yeux, on doit avoir la beauté du monde, même si parfois ça passe par une très grande médiocrité de vos personnages. C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours envie de rendre hommage à la beauté du monde. Et moi, j'aime beaucoup la nature, c'est un peu bébête de le dire comme ça, mais je suis très attachée à la nature, j'y vais beaucoup, je vis beaucoup dans la nature. Et cette beauté, ben oui, j'ai envie de la décrire, mais je résiste, hein. Vous savez, quand on est écrivain, on a tendance à se faire plaisir aussi. Et je pourrais écrire des pages et des pages sur la nature, mais moi-même, n'aimant pas les lire chez les autres, je ne vais pas leur infliger trop de pages. Mais c'est vrai que rendre hommage à la beauté du monde, puis là, c'est vraiment comme une respiration, parce que ce type, Henri, c'est un médiocre. Il veut être tranquille, tranquille. Vous avez compris, je joue avec le mot tranquille, tranquille. Il veut être tranquille. Et en même temps, autour de lui, on est en juin 43. Et autour de lui, il y a cette beauté du monde, des Genêts, la Haute-Loire. Je suis un peu allée depuis. C'est un endroit magnifique. C'est très beau, ouais. C'est un plateau avec une nature très belle et surtout qui a l'air très préservée. On a l'impression qu'on respire mieux là-bas. Voilà, donc c'est aussi une façon de nous rendre sensibles à la beauté du monde. Mais alors du coup, comment vous l'écrivez cette beauté? Comment est-ce qu'on passe son temps dans l'atelier de l'écrivain à apprendre, à travailler? On a envie de savoir comment vous travaillez, à quel moment de la journée par exemple. Ça c'est mon prochain livre. Oui, mais vous allez nous en parler dès maintenant. Écoutez, moi je suis une travailleuse du matin plutôt. Et une travailleuse régulière, c'est-à-dire que j'écris tous les jours, parce que sinon c'est tellement compliqué d'écrire, ça peut être tellement angoissant quand on commence, notamment quand on commence un texte, vous savez, on a l'impression d'avoir le désert à traverser devant soi, on n'a rien dans les mains, il va falloir y aller. Bref, donc pour conjurer cette peur-là, moi j'ai trouvé comme seule solution la régularité, c'est-à-dire que je travaille tous les jours que Dieu fait, et mes amis savent qu'en vacances, il faut me donner un bureau, une petite pièce ou une table pour que je puisse écrire même en vacances, puisque je fais comme disait Colette. Vous savez, elle disait, les vacances, c'est partir travailler ailleurs. Moi, c'est ce que je pratique. Oui, il faut noter cette phrase pour se souvenir que le travail vaut la peine d'être vécu à cet endroit-là. Voilà, donc j'ai eu des dizaines et des dizaines de bureaux provisoires aussi dans le monde. Mais donc, je travaille dans la régularité, plutôt le matin. Je trouve que le matin, justement, j'ai le sentiment de la joie de vivre. Je la sens le matin. J'ai envie de me lever, donc j'ai envie de travailler.
Et quels sont les maîtres qui ont éclairé votre chemin? Je parlais de poésie, je pense à cette nouvelle qui s'appelle Les Martinets, où on a vraiment le sentiment que la langue éclate. Et en vous lisant, je me suis demandé, quand on lève les yeux, quels livres on trouve, quels sont ceux qui vous ont éclairé, justement? Alors c'est assez banal, parce que j'ai l'impression que, enfin, dans mon extrême jeunesse, j'ai découvert Giono, qui est vraiment un écrivain de la nature, pour le coup. Et moi, j'ai grandi à Marseille, donc c'était une nature qui m'était familière, celle dont il parlait, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence. Et donc j'ai découvert Giono, qui avait un lyrisme vraiment très particulier. J'ai aussi découvert un texte d'un auteur que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu en France parce qu'il est suisse. Il s'appelle Ramu. R-A-M-U-Z. Et quel texte de Ramu vous... Et j'ai lu, parce que j'aime beaucoup la montagne, je marchais en montagne, et j'ai lu La Grande Peur dans la montagne. Et Giono et Ramu, plus encore, ce sont vraiment des textes poétiques. C'est des romans, mais il y a une langue absolument merveilleusement poétique. Donc j'ai eu envie d'écrire pour ça, pour quelque chose qui était là, la poésie de la prose. Et puis ensuite j'ai découvert Virginia Woolf vers 20 ans. Alors là c'est pareil, je me suis dit ah bon, on peut faire ça, on peut raconter comme ça. Chez Virginia Woolf il y a une manière de se mettre à différents niveaux de la psyché humaine, de restituer dans un même flux des pensées, des paroles, des souvenirs, et tout ça elle arrive à le tresser d'une façon très éblouissante. Donc là je me suis dit ah bon, on peut faire ça. Est-ce que vous diriez qu'elle vous a autorisé à écrire? Souvent, les écrivains disent qu'une lecture, un texte, un auteur leur a permis de se lancer, justement. Vous savez, j'ai toujours écrit, en fait. Depuis que j'ai 9 ans, j'écris un journal d'abord, et puis ensuite des petits trucs. Donc, non, je n'avais pas vraiment besoin d'autorisation. Mais j'ai eu, disons, ces incitations qui était soit du côté de la poésie, soit du côté de la forme, même s'il y a beaucoup de poésie, c'est Virginia Woolf, mais il y a des formes très inventives. Et puis Faulkner. Moi, j'aime beaucoup Faulkner. Le Faulkner, pas celui de l'expérimentation, mais celui justement où il arrive à donner une poésie du monde. Le Faulkner qui arrête d'expérimenter et qui raconte vraiment des choses très, très poétiques au fond. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai eu besoin d'autorisation, je ne le dirais pas comme ça. Et comme Faulkner, vous avez une notion de l'ancrage très forte. On sait qu'il a grandi dans cet endroit des États-Unis absolument magnifique. Et je trouve qu'il y a dans le chêne, cette nouvelle de votre recueil, quelque chose comme ça, de l'ancrage incroyable autour des racines de cet arbre. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, un ancrage, un lieu, parce que vous êtes né à Tunis, ensuite vous êtes parti de Tunis. Où est votre ancrage aujourd'hui ? Alors bizarrement, j'en ai deux. J'en ai un qui est un peu plus fantasmatique, c'est la Méditerranée, puisque je viens d'une famille, de 2 familles méditerranéennes. Mon père était sicilien d'origine, ma mère corse, et je suis née en effet à Tunis, j'ai grandi à Marseille, donc je suis vraiment ancrée dans la Méditerranée. Puis quand on me voit, personne ne pense que je suis suédoise, je le regrette, mais c'est comme ça. Et puis j'ai un deuxième ancrage qui est plus réaliste, c'est que je suis très ancrée dans le Cotentin en fait. C'est-à-dire un beau jour, j'ai découvert le Cotentin, j'ai acheté une maison, petite maison, des étables, et depuis cette époque, c'est-à-dire de ces 30 ans maintenant, je vais constamment là-bas. Le chêne dont il est question, c'est mon chêne, c'est celui que je vois par la fenêtre de mon bureau, et là je suis vraiment bizarrement ancrée en Normandie. Est-ce que quand on écrit un recueil de nouvelles comme celui-ci, on a un personnage préféré? Est-ce que vous avez un personnage qui vous tient particulièrement à cœur? Peut-être. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question parce que là, il faut que je repasse les 10 nouvelles à toute vitesse dans ma tête. Non, je les aime tous, plus ou moins, parce que même les méchants, ils finissent par devenir bons. Donc, non. Ça veut dire que cette question de la vulnérabilité, je vais décidément pas arriver à le dire, c'était vraiment ce qui vous intéressait. Vous avez, finalement, vous vous êtes dit, c'est ça ce dont je veux parler. Oui, absolument, c'est ça. Ce sont ces êtres fragiles et c'est
il n'y a pas que les êtres fragiles, d'ailleurs, il y a ceux, les vulnérables, qui sont comme nous, c'est-à-dire qui regardent la fragilité et qui sont touchés par elle. Et dans les nouvelles, il y a ça aussi. Il y a quelques personnages qui observent et qui compatissent, disons, au sens fort du mot. Donc oui, mon sujet, c'était vraiment ça, parler des fragiles de notre monde. Et alors j'imagine qu'on vous a posé la question de savoir ce qui était vulnérable en vous. Est-ce que vous répondez à cette question ? Mais oui, mais au fond, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire je suis le récepteur de ce monde, et parce que je suis vulnérable, il me traverse sérieusement. Je veux dire, il est très... Je me sens connectée au monde, je me sens connectée à la fragilité du monde. Et comme je vous disais, c'est pour ça que j'écris. C'est pour donner voix à ça aussi. Parfois, on n'en parle pas là, mais j'écris des essais. J'ai écrit La bêtise s'améliore. C'est un essai sur le conformisme. Vous voyez, là, je suis plus militante. Plus battante. J'ai écrit sur le féminisme, où là aussi, j'ai défendu des positions qui me semblaient devoir être défendues et que j'entendais pas assez souvent. Donc, il y a aussi cette sorte, ce que j'appelle la conversation avec mon époque. C'est-à-dire, je veux parler à mon époque. Je veux lui dire des choses. Et... Qu'est-ce que vous voulez lui dire aujourd'hui, en 2024? Il y a pas mal de choses à dire. Ah ouais. Aujourd'hui, on est dans un moment d'une grande violence chez nous, en France. Une grande violence du point de vue de la pensée, du rapport aux autres. On est dans un moment de très grand conformisme aussi. Alors ça, c'est le mal qui affecte en permanence les sociétés, le conformisme. Hein. On pense tous ensemble la même chose et hop, on y va. Et aujourd'hui, le conformisme, comment on dit Est-ce que vous trouvez qu'il anesthésie le monde des idées, par exemple ? Il le banalise, enfin, et puis il empêche d'être... Vous savez, moi, on m'a appris l'esprit critique, et je crois c'est bête de vous dire ça, mais c'est quand même la chose la plus précieuse que nous ayons, c'est la capacité à dire, attends, ce que tu me dis là, je vais l'écouter à 2 fois, je vais l'observer, je vais le réfléchir, et puis on verra si je suis d'accord. Cette capacité-là de l'esprit critique, elle est un peu anesthésiée aujourd'hui, je trouve. Et pour quelle raison ? Je pense que la situation générale est tellement mauvaise que les gens se replient sur des postures intérieures réconfortantes ou qui les protègent. Et le conformisme, c'est ça aussi. Le conformisme, c'est on pense tous la même chose, on bêle tous ensemble. Et voilà, ça doit avoir quelque chose de rassurant dans un monde qui est objectivement inquiétant. Et comment on lutte contre le conformisme? On est tous à notre manière des conformistes à un moment donné ou à un autre. Donc comment on résiste? Eh bien, écoutez, ça c'est un peu comme l'émerveillement. C'est pas du tout la même chose, mais vous savez, l'émerveillement, il faut être constamment se rendre sensible à la beauté modeste qui passe devant nous. Et le conformisme, moi aussi je suis menacée de conformisme. C'est avoir cette vigilance, peut-être que le grand mot c'est vigilance au fond, vigilance poétique au monde, mais aussi vigilance intellectuelle qui fait que constamment on se dit attends, là ce que tu penses, repense-le une deuxième fois pour voir si ça tient vraiment. On est tous menacés tous les jours. Moi je fais l'impression de faire ce travail de constance vigilance tous les jours, parce que moi aussi je me laisse aller à penser, à courir avec le vent. Mais on pourrait imaginer que l'émerveillement est une forme de conformisme. Vous parlez de cet émerveillement qui est si important pour vous. Parfois, il nous empêche aussi de voir, de dire les choses et de dire je préfère m'émerveiller devant la nature plutôt que regarder ce qui nous secoue aujourd'hui. Non, il faut tout faire. Je veux dire, on est des êtres complets, multiples, et on doit à la fois être capable de s'émerveiller et être capable de vigilance intellectuelle. L'émerveillement, c'est une façon d'être sensible au monde. La vigilance intellectuelle, se battre contre le conformisme, c'est vraiment un travail de la pensée pour le coup, et moins de la sensibilité, je dirais. Et c'est le sujet de votre prochain essai ? Non, j'ai 2 prochains essais.
un qui j'ai déjà dit à la librairie Le Passage, je veux venir vous le présenter. Nous aussi, on veut vous voir le présenter. Oui, un des essais que je viens de terminer, il s'intitule « Comment écrivent les écrivains ?» Donc c'est une espèce d'enquête, essai-enquête, c'est un objet non identifié vraiment, où je suis allée interroger 15 de mes camarades écrivains. Lesquels ? Alors 15, Emmanuel Carrère, Marianne Diaye, Marie-Hélène Lafont, Nicolas Mathieu, 15, comme ça. Pas n'importe lesquels ? Non, j'ai fait exprès. C'est pas du tout parce qu'ils sont plus prestigieux que d'autres, mais c'est parce que, comme ça, les lecteurs, quand je les fais parler dans mon livre, ils se représentent quelqu'un. D'abord, ils ont peut-être déjà lu ces auteurs, ou bien ils ont lu des interviews, ils les ont vus à la télé. Bref, c'est pas un nom vide, c'est un nom qui renvoie à une expérience du lecteur. Donc c'est pour ça que je les ai choisis, eux, outre que une grande partie c'était mes amis, mais aussi parce que les lecteurs les connaissent, donc ça donne de la chair au livre. Vous voyez, si je vous avais parlé de Marcel Dupont, si je fais parler Marcel Dupont et que personne ne sait qui est Marcel Dupont, c'est dommage, quoi. Ça enlève un petit peu. Non, mais on ne pose pas les mêmes questions à Emmanuel Carrère et à Marie-Hélène Lafont, par exemple. On les laisse parler. Moi, je les ai fait parler. Alors, l'idée du livre, c'est une idée qui est importante pour moi parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas comment m'y prendre. Est-ce que je devais travailler, par exemple, au début, je voulais écrire 8 heures par jour. Aucun écrivain écrit 8 heures par jour, ou alors à la fin, ou quelques maniaques, américains souvent, mais les écrivains écrivent 2, 3, 4 heures par jour. Mais ça, je ne le savais pas au début. Et donc, moi, je me mettais le matin à mon ordinateur jusqu'au soir. Et donc, c'était un cauchemar, parce qu'évidemment, 8 heures... Même aujourd'hui, j'écris jamais 8 heures par jour. Donc, d'une part, il y avait ça. Et puis, est-ce que je devais... Alors après, j'ai compris que je devais écrire le matin. C'était le meilleur moment. Après, j'ai compris, ce que je vous disais tout à l'heure, la régularité. Pour moi, la meilleure façon d'affronter cette peur de l'écriture, c'était d'être régulière. J'ai rendez-vous tous les jours avec mon ordinateur. Il y a des jours où je sors une phrase. Il y a des jours où j'arrive presque à une page. Mais en tout cas, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis en place mes routines d'écrivain et je me suis intéressée aux autres parce qu'à l'époque, déjà, j'étais amie avec Emmanuel Carrère depuis très longtemps et je voyais Emmanuel qui écrivait par flambée. Alors, il écrivait pendant 3 mois, puis après, il arrêtait et il se torturait pendant 2 ans en disant « je suis pas un écrivain, j'aurai pas d'autres idées, etc. » Et pourtant, il faisait des bons livres. Et donc, je me disais, il y a plusieurs manières d'écrire. Voilà, donc... J'ai fait un livre avec eux dans lequel je suis la narratrice, donc je parle, je raconte tout ça, je raconte mes propres opinions là-dessus, mais je leur donne la voix, la parole. Je suis allée les interroger, je les ai enregistrés, et donc je leur donne la parole. Donc ça, c'est le premier livre qui va sortir en mars. Et puis je suis en train de faire justement, dans le cadre de cette collection qui s'appelle Ma nuit au musée, j'ai passé une nuit au Mucem à Marseille et j'interroge la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Méditerranée d'aujourd'hui ? Parce que quand vous parlez des grandes questions contemporaines qui nous traversent et de la violence aussi qui traverse aujourd'hui le monde dans lequel on vit, la Méditerranée en est l'un des premiers lieux justement. Oui, ça n'est pas mon seul point de vue sur la Méditerranée, cette question des migrants. C'est devenu le plus grand cimetière marin mondial, la Méditerranée. Mais c'est une question très, très compliquée, ça, cette question des migrants et de la migration. Donc moi, je l'interroge aussi d'une manière personnelle, puisque j'interroge un petit peu ma famille, son itinéraire. J'essaye de parler de Enfin, je ne peux pas vous dire parce que celui-là, il n'est pas fini. Donc, je n'ai pas trop envie de développer. Vous ne voulez pas nous dire ce que vous avez découvert sur votre famille ou sur vous, peut-être ? Non, pas encore. Pas encore. Non. Ça, c'est pour plus tard, pour 2026. Donc, on n'y est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inès. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui veulent poser des questions justement à Belinda ? Voilà. Je souhaiterais recevoir un cadeau parce que lors d'un passage à la librairie, sans mauvais jeu de mots, il y a un livre que vous avez cité, Le don du passeur. J'ai trouvé ce titre magnifique
Je ne l'ai pas lu. Et j'aimerais bien que vous nous disiez qu'est-ce que le don du passeur et en quoi c'est important pour vous. Eh bien, justement, le don du passeur, le passeur, c'est mon père. Et il est mort en 2006, il avait une maladie orpheline, il est mort. Et donc ce père, dont je vous ai dit à quel point il était mal bâti, à quel point il était inadapté, et c'était un personnage extraordinaire. C'était une personne extraordinaire. Et parmi tout ce que je pourrais dire de lui, si j'avais dû écrire un roman, mais je ne pouvais pas parce que ce roman existait déjà, j'aurais écrit L'Idiot de Dostoïevski. Vous savez, dans L'Idiot, le prince Mychkine, c'est un personnage mal bâti, entièrement poreux aux autres, entièrement empathique. Et c'était mon père. Mon père était maladivement empathique, c'est-à-dire il était connecté aux autres d'une façon qui nuisait à sa vie. C'est-à-dire il était, comment dire, affolé à l'idée que ceux qui étaient là, est-ce qu'il n'y en avait pas un là qui ne parlait pas dans la salle, qui se sentait exclu, qui était seul, etc. C'était épuisant de vivre à côté de mon père, tellement il était comme ça dans cette connexion. Bon, mais c'est une beauté folle. Vous voyez, c'est dommage pour lui, parce que c'était une vie difficile d'être tout le temps dans cette espèce de préoccupation. Mais c'était une beauté. Et puis mon père était un passeur, c'est-à-dire il avait la passion pédagogique dont j'ai un peu hérité. Moi je dis toujours que j'ai une passion pédagogique, j'aime expliquer, rendre clair, j'ai enseigné très longtemps, parce que j'aime ça, la transmission. Et je le tiens de lui, je crois. Et il aimait les mots, il avait un rapport au langage très particulier, il lisait beaucoup, il avait un rapport au langage très particulier. Et donc tout ça, il me l'a communiqué. Et si j'écris, je dis souvent, je suis le bras armé d'une plume de mon père. Toutes mes idées, tout, je les lui dois. Chez lui, elles étaient plus intuitives. C'était pas un intellectuel au sens de... Il n'avait pas de formation intellectuelle, académique, il bricolait avec la pensée. Mais les intuitions qu'il avait, pour moi, elles sont extraordinaires. Si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir développé... Ma pensée s'est développée à partir de ses intuitions à lui, auxquelles moi, j'ai donné de la consistance, si vous voulez. Mais au fond, la base humaniste, pour le dire d'un mot rapide, de mon père, a conditionné mon propre rapport à la pensée, au travail, à la langue, etc. Et donc, j'ai voulu lui rendre hommage, pas parce que c'était mon père, mais parce qu'il se trouve que ce bonhomme, c'est moi qui le connaissais presque le mieux, puisque j'étais sa fille, je l'ai vu fonctionner, vivre, travailler, penser. Et donc j'ai voulu rendre hommage à ce qu'il avait été. Et ça fait partie de mes attentions. J'aime beaucoup. J'ai écrit un livre sur mon voisin du Cotentin, qui est un grand homme simple, qui n'avait pas le certificat d'études, mon voisin, mais c'était un grand monsieur. Par le cœur, par l'intelligence, etc. Et voilà, j'aime rendre à ces gens sans voix, mais qui sont des grands humains, j'aime leur rendre quelque chose, rendre hommage, rendre justice, et les rendre, comme on dit qu'un peintre rend un portrait. Et donc ce don du passeur, je vous assure que ça vaut la peine, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que mon père était vraiment quelqu'un de très très étonnant. Est-ce qu'il écrivait ? Un peu. Il faisait comme beaucoup de pères d'écrivains, c'est-à-dire il avait des centaines de carnets. Je l'ai toujours vu remplir des carnets. Et ça, vous savez, c'est très intéressant. J'ai été frappée d'écouter le discours de prix Nobel, de réception du prix Nobel de Orhan Pamuk, le grand auteur turc. Et Orhan Pamuk, que j'aime beaucoup certains de ses livres, raconte dans son discours du Nobel, il raconte que son père avait des valises de manuscrits non publiés. Et je pense qu'il y a souvent, parmi les choses qui nous poussent à écrire, elles sont nombreuses, vous l'avez compris, mais il y a le désir pas de racheter, mais de réaliser un rêve. Oui, de rendre hommage, de réaliser. Toi, t'as pas publié, mais moi, je vais le faire pour toi. Et souvent chez les écrivains, il y a ça. Hein, les pères incarnés, il y en a beaucoup. C'était le cas dans les écrivains que vous avez interrogés également ? Oui, il y en a quelques-uns qui m'ont raconté ça, qui avaient des pères incarnés. Et voilà, donc
Voilà, je crois que je vous ai répondu. On n'a qu'une seule envie, c'est de le lire par ailleurs du coup. Malheureusement, il n'est pas là. Merci. J'ai plein de questions à vous poser suite à votre intervention. Je vais me limiter à 2. Je voudrais d'abord, si je comprends bien, vous écrivez plusieurs livres en même temps. Donc je veux savoir comment ça fonctionne en vous. Et la deuxième question plus intime, c'est votre rapport à la foi par rapport à tout ce que vous dites sur l'émerveillement, la vulnérabilité, votre rapport à la foi, s'il vous plaît. Alors, écrire plusieurs livres à la fois, en fait, ça ne m'est jamais vraiment arrivé. Mais là, il se trouve que c'est vraiment le micmac de la boutique, mais il se trouve qu'en 2025, j'ai réalisé que je n'avais pas de publication. Les éditeurs n'aiment pas qu'on publie plusieurs livres la même année parce qu'ils disent que ça dilue l'attention que la critique, les lecteurs portent au livre. Et donc j'ai réalisé qu'en 2025, je n'avais pas de publication, alors que j'en avais prévu pour 2026 et 2027. Et donc il fallait que je case mon livre avec les écrivains que j'ai en tête depuis longtemps et que j'avais commencé. Donc j'avais commencé les interviews. J'ai réalisé qu'il fallait que je le fasse tout de suite maintenant pour le sortir en 2025. Donc j'ai arrêté le livre sur le Mucem en juillet. J'ai écrit vite celui-là et je vais reprendre le Mucem la semaine prochaine. Voilà, donc je fais rarement deux en même temps parce que c'est très difficile de mettre sa tête dans deux grands projets simultanément. Et on pourrait en parler longtemps d'ailleurs, mais vous savez, quand on écrit, on devient une espèce de chambre d'écho, d'accueil de toutes sortes d'informations, idées, etc. Et il faut laisser ça disponible pour un livre. Si on en met plusieurs, ça ne colle pas. La foi, je suis vraiment athée. Je suis profondément athée. Et je l'ai toujours été. Bon, c'est comme ça. Et ce qui ne m'empêche pas d'être d'accord avec une grande partie du discours de la religion, des religions, et également, j'ai une croyance quand même dans l'homme, je dirais, dans sa bonté possible et dans aussi sa violence. Mais je veux dire, je m'intéresse passionnément aux hommes, aux humains, et je crois que c'est aussi la base de la religion. C'est de croire qu'on est plus grand que l'ego, qu'on est plus que soi-même, qu'on est plus que la petite chose qui est soi-même, qui est très importante et fondamentale, mais on n'est pas que ça. On est beaucoup plus vaste que ça. Et en ce sens, de temps en temps, on peut penser que ce que je dis a une connotation religieuse, mais c'est peut-être parce que je crois dans beaucoup de choses vastes, grandes, nobles. Et ça croise aussi le territoire de Christian Bobin, de François Tcheng aussi, qui choisissent, qui étaient des écrivains qui ont une foi assez forte. Mais c'est vrai qu'on retrouve chez vous cette même attention à l'émerveillement qu'on retrouve chez eux. C'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question parmi vous? Alors, merci beaucoup, Belinda. Merci à vous, merci de votre écoute.